Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. L'AFD et la Guinée, c'est une longue histoire d'amour. L'institution met 20 millions d'euros à la disposition de Conakry, une enveloppe additive pour financer la promotion de l'agriculture, la filière arachide est privilégiée. La mort d'un enfant des Demodoula a alimenté le débat dans la cité. Certains ont même parlé des crimes rituels. Dans cette édition, on lève enfin le mystère sur les conditions des décès de ce petit ange de 9 ans. Enfin, le sens des longues prières nocturnes de ces 10 derniers jours du Ramadan. Beaucoup de fidèles observent cette pratique sans même savoir pour certains ce que valent ces prières. Eh bien, la réponse à leurs questions dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, ce décret portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Monsieur Mohamed Lamine Fofana, magistrat, ministre conseiller à la présidence chargée des relations avec les institutions républicaines, est nommé cumulativement à ses fonctions ministre de la Justice, garde des Sceaux par intérim. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 27 mai 2019, professeur Alpha Condé. D'autres décrets tout à l'heure, juste après cette audience du président Alpha Condé, il a reçu un groupe d'investisseurs au sujet d'un projet à Bofa. L'entretien a porté essentiellement sur la transformation locale de la bauxite. On fait le point avec Ibrahima Keita. Cette mission du groupe Stade Power Investment Corporation, conduite par son vice-président, a été reçue en audience aux environs de 16h15 par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Au cours des entretiens qui ont duré un peu plus d'une heure, l'accent a été mis sur l'exploitation de la bauxite et sa transformation sur place dans un partenariat gagnant-gagnant. Le vice-président de Stade Power Investissement et sa suite ont réitéré leur volonté de respecter le nouveau code minier guinéen. Le partenariat de la Guinée avec ce groupe inclut la construction d'une usine de transformation de la bauxite en alumine. Le projet d'alumine de SPIC en Guinée est déjà préparé pendant 10 ans et nous accordons vraiment une importance sur cette occasion. Ce projet a été mis dans le cadre de coopération stratégique entre la Chine et la Guinée. Nous engageons de tout faire pour accélérer la construction du projet, pour le construire comme un projet vert, un projet économique, un projet classique, un projet phare, pour contribuer au bien-être du peuple guinéen et contribuer à l'amitié sino-guinéenne. C'est donc un élément de renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays. Du coup, ce groupe s'engage à faire sien le respect du contenu local auquel le président de la République tient beaucoup. Avant de poursuivre cette édition, ces deux autres décrets, le premier portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence guinéenne d'électrification rurale, AGER. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les personnes dont les prénoms et noms suivent sont nommées membres du conseil d'administration CA de l'Agence guinéenne d'électrification rurale. Monsieur Mamadou Baro Keïta, ingénieur électricien en retraite. Madame Haba Kadiatou Diallo, en service à la Direction nationale du développement local au ministère de l'administration du territoire. Monsieur Nassirou Diallo, ministre conseiller à la présidence de la République. Colonel Almamisseni Diallo, ingénieur à la retraite. Docteur Sissoko Cheikh Mfali, directeur national de l'énergie au ministère de l'énergie. Monsieur Doumbouya Mamadou Nyouma, en service au cabinet du ministère de l'économie et des finances. Monsieur Ba Mamadou Saïdou, conseiller juridique au ministère du budget. Monsieur Daraba Mohamed, directeur national adjoint des petites et moyennes entreprises. Monsieur Kamara Mohamed Lamine, responsable administratif et financier de l'Association des communes de Guinée. Monsieur Sagno Lamine Jean-Evan, président de l'Association nationale des opérateurs privés d'électrification rurale. Madame Sagno Makeita, ingénieur électrotechnicien à EDG.
Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry, 27 mai 2019, signé professeur Alpha Condé. Décret 155 portant nomination du conseil d'administration de l'Agence guinéenne d'électrification rurale AGER. Décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence guinéenne d'électrification rurale AGER. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Mamadou Baro Keïta, ingénieur électrotechnicien à la retraite, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence guinéenne d'électrification rurale. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 mai 2019, signé professeur Alpha Condé. Plus de 20 millions d'euros, c'est le montant que l'Agence française de développement vient de mettre à la disposition de la Guinée. La signature de la convention, c'était ce lundi au ministère de l'économie et des finances. Les secteurs d'utilisation de cette enveloppe sont déjà ciblés, l'éducation ou encore l'agriculture à travers la filière arachide. Mamadi Gassama. Cette série de signatures annonce le financement de 2 projets en faveur de la Guinée. La première porte sur le projet d'amélioration de la formation et l'insertion des citoyens dans le secteur agricole et minier. Quant à la seconde, elle porte sur l'appui au bassin arachidier de Dabola, un partenariat solide entre le gouvernement guinéen et l'Agence française de développement. Là, c'est une étape importante qui est franchie pour ces 2 projets, donc le projet PAFISAM de formation professionnelle et le projet d'appui à la filière arachide dans le bassin de Dabola. Donc en tout, il s'agit de plus de 20 millions d'euros mis à la disposition du PNDES pour le développement de la Guinée. Les ministères de l'Agriculture et de l'Enseignement professionnel sont les principaux bénéficiaires de ces financements. L'enjeu de la deuxième phase du projet est de construire et de réhabiliter des écoles nationales de l'agriculture et de l'élevage dans plusieurs préfectures de la Guinée, mais aussi soutenir la culture de l'arachide en Haute-Guinée à travers des appuis conséquents apportés aux producteurs. Profiter de cet accord-là signé aujourd'hui et notre souhait est que l'usine qui a arrêté depuis va relancer ses activités. Donc nous remercions le professeur Alpha Condé d'avoir permis tout ça et c'est la Guinée qui gagne, c'est l'agriculture qui avance. Et ce qui va vraiment donner un tonus à la formation professionnelle parce que ça va nous permettre non seulement de réviser plusieurs programmes de formation, ensuite de renouveler, équiper beaucoup de centres de formation technique. Donc ça c'est vraiment un grand progrès dans la formation professionnelle et ça va dans l'intérêt aussi des jeunes de Guinée qui sont dans ces écoles-là. Le gouvernement guinéen entend renforcer le climat de confiance. Il s'engage à respecter les règles et procédures liées à la gestion judicieuse des fonds, ainsi mis à leur disposition. Nous mettrons tout en œuvre pour que les dons accordés à la Guinée soient utilisés de façon efficiente et que les populations guinéennes puissent en voir les résultats sur leur quotidien. Parce qu'on va assister les familles au niveau du monde rural afin de les former et de les amener à avoir des rendements beaucoup plus élevés que maintenant. Ces fonds octroyés à la Guinée sous forme de dons sont le fruit des annonces de financement faites en 2017 à Paris pour la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Bientôt les examens nationaux, le département veut placer ses évaluations sous le signe de la rigueur. Lors des ateliers régionaux préparatoires, de nouvelles dispositions ont été prises pour lutter contre la fraude et permettre aux candidats de composer dans des conditions décentes. Mama Issata Kamara. L'usage des réseaux sociaux est suspendu pendant la période des évaluations. C'est la principale recommandation de l'atelier régional préparatif des examens nationaux session 2019 à Mamon.
La recommandation est un amendement issu de l'analyse des évaluations précédentes de l'organisation des examens nationaux en Guinée. On s'est dit que si ces réseaux sociaux-là sont suspendus pendant ce temps, avec les SMS, un candidat ne peut pas se mettre à lire ou à envoyer les sujets ou à recopier tout ce qui est contenu dans son téléphone par rapport à un SMS. Mais si c'est des photos, images que vous envoyez, vous pouvez rapidement recopier. Donc, voilà pourquoi on a un peu parlé de ces téléphones-là. Contrairement aux années précédentes, ces ateliers régionaux se tiennent à un mois des examens nationaux, ce qui pourrait permettre de prendre immédiatement en compte toutes les recommandations issues de ces assises régionales. Toutes les dispositions communes sur lesquelles ils n'ont pas pu se prononcer seront prises en charge par le département. Et nous avons la chance que la particularité encore de ces ateliers régionaux de cette session 2019, ces particularités sont qu'on a commencé avant même le mois de juin. Donc on a un mois au moins entre les examens nationaux et la date de tenue de ces ateliers régionaux. Donc nous allons prendre toutes les bonnes mesures qu'il faut pour compléter le travail fait au niveau des concentrés. L'apport des partenaires sociaux dans ce processus est appréciable. Pour cette année encore, l'association des parents d'élèves de Mamou, par exemple, est rassurée quant au bon déroulement des examens nationaux. Nous sommes toujours aussi intéressés par des prises de décision. Nous ne sommes pas subordonnés par l'administration. Donc on est au centre des prises de décision pour une bonne organisation des examens de fin d'année. Avec les différentes conclusions issues de ces ateliers, le département de l'éducation entend organiser pour la session 2019 les examens crédibles et transparents. Autre audience, cette fois-ci à la primature, le chef du gouvernement a reçu une délégation de l'Union des femmes catholiques de Guinée. Au cœur des échanges, la promotion de la paix. Ces femmes ont promis de jouer leur partition. Hadi Kamara. Ce sont les femmes catholiques de Guinée venues des 3 diocèses du pays. Il s'agit de Conakry, de Kankan et de Zérékoré. Ici, cette jarre qu'elle porte sur la tête contient de l'eau. Et cette eau, c'est l'eau vive puisée à partir de nos marigots, de nos rivières, bref, de notre sous-sol. Une manière d'apporter leur pierre à l'édification de notre nation à travers la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Nous sommes dans la joie parce que aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'être reçus par notre cher Premier ministre qui nous a écoutés attentivement et nous lui avons transmis un seul message, c'est le message de souhait de voir les Guinéens unis, de voir les Guinéens vivre dans la paix et se donner pardon aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir la paix sans se donner pardon, sans se réconcilier. Donc c'est le message là qu'on est venu offrir aujourd'hui à notre Premier ministre. Et nous lui avons également offert une jarre d'eau pour offrir un verre d'eau à tous les Guinéens, pour étancher leur soif, pour éteindre les foyers de tension et pour demander pardon à tous les Guinéens. Depuis sa création en 1987, l'Union des femmes catholiques de Guinée organise des prières et des méditations tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Elle initie aussi des rencontres avec les leaders politiques et autres acteurs de la société civile en vue d'interpeller leur conscience et leur responsabilité sur la nécessité de préserver la paix et la sécurité dans le pays. Un élan patriotique hautement apprécié par le Premier ministre chef du gouvernement. L'engagement du président de la République à appuyer le respect constitutionnel pour garantir la laïcité dans le pays. Nous sommes pour toutes les religions. C'est la raison pour laquelle il a voulu parler d'un point de vue institutionnel des affaires religieuses au lieu de dire affaires islamiques avant. C'est-à-dire les secrétariats d'État aux affaires religieuses et pour tout le monde, pour toutes les religions, pour toutes les croyances. À cet égard-là,
nous sommes ouverts. Et je suis heureux également de constater que vous prenez le message de paix et d'unité. Et c'est un objectif qui nous concilie ensemble. Un gouvernement, c'est d'abord aider le pays à vivre dans la paix et aider à promouvoir le bien-être des populations. Alors, tous ceux qui concourent à cet objectif sont nos partenaires. Donc, je peux vous dire que vous êtes nos partenaires. Au mois de juin, cette union doit prendre part aux journées annuelles de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Elles seront tenues à Rome, en Italie. Déjà, les préparatifs vont bon train en vue de donner à cet événement tout son mérite. La ministre de l'Action sociale face à la presse ce lundi, elle a présenté le bilan de son département au cours des 9 dernières années. Parmi les actions phares, on peut noter l'adoption de la première politique nationale de protection sociale. Le point avec Mohamed De Camara. Pour ce 16e passage des ministres de la République devant la presse nationale, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance est au rendez-vous. Très décontractée, Hadja Mariama Silla a égrené les actions fortes posées par son département ces 9 dernières années. Dans son grand oral, la ministre met un accent particulier sur le coup d'accélérateur donné à l'émancipation et la protection des couches vulnérables, contrairement au passé. Dans le domaine de l'autonomisation de la femme, vous avez vu une image des CAF d'antan. Aujourd'hui, c'est des complexes modernes qui sont construits dans plusieurs régions. 12 complexes construits et équipés. Les CAF, avec 7200 femmes et filles qui ont été formées. Elles ont appris, elles sont autonomes aujourd'hui et gèrent leurs familles. Celles qui sont dans les zones rurales ne sont pas laissées pour compte. Il s'agit de l'aménagement de 1235 hectares de terres arables pour celles qui évoluent dans le secteur maraîcher et avec l'octroi de kits, 3000 femmes ont assuré l'exportation de 65 tonnes de beurre de qualité, traité raffiné, ça c'est outre-Atlantique. Le président encourage les variétés, lui-même il vient, il appuie. Dans le domaine halieutique, vous avez 18 757 femmes qui ont bénéficié d'appui à travers le don de 70 fumoirs pour réduire la pénibilité du travail. Une initiative présidentielle, c'est les MUFA. Les MUFA, aujourd'hui, nous avons des familles qui vivent, qui sont gérées par les femmes mutualistes. Et je vais vous dire, les femmes remboursent. L'étude que le ministère a réalisée en 2018 a prouvé que 98% de crédits contractés par les femmes sont remboursés. Il faut saluer. Si les 8 dernières années ont été des années d'action au département de l'action sociale, l'avenir s'annonce avec de nouveaux défis à relever. La lutte contre les violences faites aux femmes, notamment le viol sur mineurs et le mariage précoce, sont des chantiers auxquels le ministère fera face les 2 prochaines années. En termes de perspective, dans le domaine du handicap, nous allons mener un programme national d'inclusion sociale. Ce programme est accompagné, avec ces 3 axes, est accompagné par le PNUD. Il s'agit de réaliser des centres d'apprentissage de métiers pour les personnes handicapées dans les 7 régions administratives du pays pour que les espaces ici soient libérés et que l'handicap ne soit plus handicapant. L'autonomisation et la réduction de la dépendance, la construction, je l'ai dit tantôt, la lutte contre la stigmatisation des personnes handicapées. La loi maintenant est là, est favorable vraiment aux personnes handicapées. Vers l'horizon 2020, au rendez-vous, dans le domaine du handicap, nous comptons créer 500 emplois pour les personnes handicapées. L'appareillage de 2000 enfants et adultes quand même qui ont besoin d'appareils, que ce soit de locomotion auditive, nous voulons les appareils, nous comptons le faire d'ici 2021 et c'est 2500 activités génératrices de revenus que nous allons promouvoir. L'ambition affichée du département est d'offrir aux personnes dans le besoin une qualité de vie meilleure. Pour y parvenir, la ministre plaide pour le rehaussement de son budget estimé
à moins d'1% du budget national. Le corps d'un enfant de 9 ans a été retrouvé ce week-end dans la rivière de Demodoula. Sa mort a créé des interpellations affolantes. Certains médias ont même évoqué la thèse de crime rituel. Mais que s'est-il réellement passé? Dans quelles circonstances ce petit ange a trouvé la mort? Reportage Aboubacar Kamara, Maurice Sidibé. Voilà 5 jours que le temps semble suspendu dans ce secteur de Nongo-Mosquée. La disparition d'un enfant de 9 ans agite cette famille. 3 jours plus tard, le corps sans vie du fils aîné de cet imam est retrouvé. L'onde de choc s'est propagée dans le quartier. Les enfants se sont rendus à l'école le matin. À leur retour, j'étais déjà à la mosquée. Mon garçon était avec 2 de ses amis que personne ne connaît ici. Ils sont restés un peu devant la télévision avant de nous quitter pour une destination inconnue. C'est le vendredi matin que j'ai été informé que son corps a été retrouvé dans une cuvette. La cuvette en question est au pied des immeubles en construction dans le lit de la rivière de Moudoula, à l'abri des regards des parents. C'est là que quelques enfants viennent discrètement se baigner. Le corps inerte de l'enfant était sous cette roche. C'est la 4e fois qu'un enfant est retrouvé mort ici. Cela nous inquiète. Nous n'avons pas les moyens d'aménager ce lit. Un certain Diallo Samba a commencé à aménager pour faciliter l'écoulement de l'eau. Dans le quartier, cette mort accidentelle a donné lieu à des interprétations plus affolantes. Selon les premiers témoins, le corps de la victime n'était pas mutilé. Sous la tête de l'enfant portait des égratignures. Il n'a pas été éventré. Depuis que le corps a été retrouvé, un cordon de sécurité isole ces sites meurtriers pour enfants, non loin de la tête de source la rivière de Moudoula. Une réserve plus que jamais menacée de disparition par des constructions. Récemment, en Conseil des ministres, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avait annoncé le lancement de certains projets dans tout le pays. Pour la première phase, on parle de 1000 infrastructures de base. Elles seront financées par l'ANAFIC. Mais quels sont les programmes concernés par cette première vague d'investissement? Élément de réponse avec Mohamed Lamine Kamara. Une première dans le financement des collectivités locales. Le gouvernement décide d'orienter 2000 milliards de francs guinéens dans la transformation des communes urbaines et rurales du pays. 337 collectivités seront touchées par ce fonds. L'Agence nationale de financement des collectivités compte investir dans des projets locaux en lien avec le PNDS. Cette année, plus de 1000 micro-projets sont ciblés sur tout le territoire national. Le financement à décaisser est estimé à plus de 700 milliards de francs guinéens. Le lancement des premiers projets sera l'objet d'une vaste campagne à travers le pays. Les financements, l'ANAFIC est en train aujourd'hui de les dispatcher au niveau de toutes les communes. Posez la question à n'importe quelle commune de la Guinée, elle vous le confirmera. L'expédition des fonds est en train de se faire. En plus de cette information qui a été déjà donnée à la faveur des États généraux, afin que, in situ, donc sur les lieux même de chaque région, de chaque préfecture, pourquoi pas de chaque commune, l'on vienne expliquer comment est-ce que cet argent est bel et bien l'argent des collectivités, mais essentiellement consacré aux problèmes de développement à la base. Dans les plans de développement des municipalités, la réalisation des infrastructures sanitaires et scolaires arrive en tête des urgences. À ce jour, l'ANAFIC est financièrement et techniquement préparée à répondre aux besoins. Il y a des outils éprouvés par le PACV que l'ANAFIC utilise aujourd'hui. Donc il y a des contrôles a priori, il y a des contrôles a posteriori. Mais toutes les étapes sont contrôlées. Quand une commune est appuyée pour préparer son programme annuel d'investissement, le préfet doit approuver le programme annuel d'investissement. Il doit voir si ça rentre, si ça cadre avec la légalité. Mais aussi, les infrastructures qui sont identifiées,
si c'est une école ou un poste de santé, les sectoriels au niveau préfectoral doivent valider le programme annuel d'investissement. Par exemple, si c'est une école, il faudrait bien que le directeur préfectoral s'engage dans un document pour dire que oui, l'école fait partie de la carte scolaire et donc peut être réalisée, ou si c'est le poste de santé, ça fait partie de la carte sanitaire, donc ça peut être réalisé. Après le programme d'appui aux communautés villageoises, PACV, l'Agence nationale de financement des collectivités se veut un instrument de pérennisation efficace des acquis de l'État en termes de décentralisation. En plus des financements de projets, les 337 communes de l'intérieur du pays bénéficieront également de formations en gestion de biens publics. D'autres nouvelles de l'actualité nationale traitées sous forme de télégramme. Guinée en bref ce soir, c'est avec Moussa Bankoura. À Kindia, l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités, forme les élus locaux et membres des conseils préfectoraux de développement. Ces cadres des services décentralisés renforcent leurs capacités en gestion axée sur les résultats et le fonctionnement d'une administration. Nous avons demandé à tous les participants de traduire cette formation au niveau de chaque préfecture. Et ensuite, nous les avons demandé de faire le PAO. C'est ce qui leur permet de faire les plaidoyers pour appuyer les plaidoyers. Vous savez, si ces CPD, nous réussissons à ce qu'ils soient opérationnels, nous pensons que ça va faire un pas en avant dans le développement des différentes collectivités. Le 20e jour de chaque mois de Ramadan, la commission culturelle islamique du RPG Arc-en-Ciel organise une conférence débat axée sur l'islam. Le thème de cette année est consultation en islam, une manière pour ces religieux de parler du rôle du chef de l'État dans la religion. Le but de la conférence, c'est de parler, montrer le rôle d'un commandeur dans l'islam. Quel est le rôle du chef, surtout le chef de l'État dans l'islam? Comment il faut gérer le pays? Quel doit être son souci? Quels doivent être ses soucis, je veux dire, alors, par rapport à la justice, par rapport à la cohésion sociale, par rapport au maintien de la paix, à la bonne gestion financière, pour que tous les citoyens bénéficient ou bien jouissent réellement de toutes les potentialités qu'il y a dans le pays. Ils sont nombreux, travailleurs du gouvernorat, citoyens du quartier et autres invités à partager ces plats pour la rupture collective ici au gouvernorat de Conakry. Le geste est de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, une manière pour le diplomate émirati de passer des moments avec ses frères et sœurs musulmans guinéens en ce mois béni de Ramadan. Pour cette coupure du jeûne, plus de 1000 plats sont distribués aux fidèles musulmans. Et puisqu'on parle de Ramadan, on est dans le dernier virage du mois saint et ce soir, on s'intéresse au sens du Sunnarati. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une obligation ou un élément de tradition? Notre reporter Fatoumata Batouli Diallo s'est intéressé au sujet et son reportage est rendu en studio par Fatimatou Diallo. Depuis plus de 30 ans, à l'occasion du mois de Ramadan, la famille Cissé offre à sa belle famille un repas pour la rupture. Le geste est appelé communément Sunnarati. Considéré comme un mois de pénitence, de partage, de solidarité et surtout de convivialité, le mois de Ramadan est pour la famille Cissé le moment opportun pour exprimer sa générosité et rechercher des bénédictions. Chaque année, quand le mois de carême arrive, on envoie le Sunnarati pour la famille, pour nos beaux-parents. Parce que c'est ça qui donne la bénédiction à les enfants. Quand tu respectes ta belle famille, tes enfants seront bénis. Vraiment, je suis très content. Je suis très content du geste et ça m'a réconforté.
c'est ce qui bénit le mariage. Voilà, donc je donne toujours la bénédiction au mariage, que Dieu les protège chaque jour. Le Sunnahati est un cadeau symbolique à donner aux proches, voisins, dans les mosquées pour la rupture du jeûne est une tradition forte à entretenir pour certains et une obligation pour d'autres. Mais selon les religieux, cette action humanitaire est un geste d'amour, de reconnaissance et non une obligation recommandée par l'islam. Ce n'est pas une obligation, c'est une sunna, c'est une tradition du prophète, le fait de donner à manger, en fait, faire le iftar. Et ça, le cadeau qu'on s'envoie ne sont pas aussi forcément de la tradition, en fait, on n'est pas obligé. Et ça vise le renforcement de la solidarité entre les personnes, la fraternité agissante, et le mois de Ramadan est une occasion pour faire tout cela. S'inscrivant dans cette logique religieuse, la communauté malienne vivant en Guinée offre du Sunnahati dans certains lieux de la capitale pour renforcer les liens d'amitié entre le Mali et la Guinée. Ici, à l'hôpital sino-guinéen par exemple, ce sont des centaines de musulmans qui bénéficient des vivres pour la rupture du jeûne. Je vous le disais tout à l'heure, on est dans le dernier virage du mois de Ramadan, des jours marqués par des prières nocturnes jusqu'à l'aube, de longs moments d'invocation du Seigneur pour l'acceptation du jeûne. Quel est le sens de cette longue prière? Mounir Bari, Alpha Isiagabar. Ils sont à la recherche de la nuit du destin. Ces 10 derniers jours, les fidèles musulmans consacrent une bonne partie de leur nuit à de longues prières et à des invocations dans les mosquées. Ici au quartier Kipé, dans la commune de Ratoma par exemple, nombreux sont les fidèles qui participent à ces prières nocturnes. Les derniers 10 jours sont très importants parce que le prophète nous a demandé de cela, et cela où l'ange Djibril, les 10 derniers jours-là, descend avec beaucoup de milliers d'anges. Pour cela, il a dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayru min alfi shahr. T'as vu? Donc, on doit chercher les jours-là. La nuit du destin équivaut à 1000 mois d'adoration. C'est l'un des grands mérites de ce mois saint. C'est pour cette raison que les imams, prédicateurs et maîtres coraniques exhortent les musulmans à s'armer de courage pour rester éveillés ces 10 dernières nuits, tout en priant ou en faisant des invocations. C'est très important parce qu'on cherche un jour qui est valeureux plus que tous les jours. Le destin, la nuit du destin. Voilà, ça vaut que 84 ans et 3 mois. Voilà, ça, pour avoir ça, moi je dis que c'est facile. Quand tu t'approches à Dieu, c'est facile. Mais quand tu t'éloignes à Dieu, pour avoir cette nuit-là, ça sera difficile pour toi. Durant ces prières nocturnes, femmes, jeunes, adultes et personnes âgées mettent leur foi à l'épreuve. Pas facile pour les fidèles de rester pratiquement debout durant 3 heures de temps, mais ils parviennent. Guidés par une foi de l'espoir et décrocher les bénédictions, nullement égalées en dehors de la nuit du destin qu'ils cherchent. Puisse Dieu accepter toutes nos prières et fortifier notre foi. C'est la fin de cette édition d'information. Je vous retrouve demain à la même heure pour un autre journal. Bonsoir et à demain.